Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Cinécast avec ce soir Stéphane et Aurel. Bonsoir. Bonsoir. Salut les gars. Tristan est empêché donc il n'a pas pu participer à cette émission. Quelques problèmes gastriques pour Tristan. Ça devait être passé sous silence. Ça. Oh zut. Rire. Bah ouais. Rire. Mais non, mais je trouve qu'on a un devoir de transparence. Non, mais il a le droit à une intimité, jeune homme. J'avais oublié. Mais on n'a pas dit dans les toilettes de qui, donc il peut faire ça n'importe où. Bon, voilà. On pense à toi, lapin. Voilà, faut prendre des médicaments. Il va perdre 3 kilos, ça me cache le petit. Non mais 3 kilos, on le perd, il est vivant. Oui, c'est ça. C'est une feuille. Alors, petit rappel pour ceux qui découvrent Cinécast pour la première fois en ce podcast de rentrée. L'intégralité des podcasts est disponible sur la chaîne YouTube, sur SoundCloud. La balado-diffusion, comme l'aime tant Stéphane, ne sont disponibles pour l'instant que les 2 derniers épisodes. Donc, quand le podcast d'aujourd'hui sera diffusé, il y aura l'épisode d'aujourd'hui et de mémoire Terminator 2, encore disponible. Tout à fait. On réfléchit à l'éventualité de prendre un compte pro qui nous permettrait d'avoir l'intégralité des podcasts disponibles également sur SoundCloud, mais comme on est pour l'instant toujours amateur et sans le sou, on se maintient sur ces dispositions-là. Oh, ça va changer. On va vendre Tristan. On a également compte Twitter et compte Facebook si vous voulez nous laisser des commentaires, des messages, des choses à nous remonter parce qu'on se serait planté dans des analyses ou dans des références, parce qu'il faut quand même dire qu'on enregistre après avoir vu les films. Là, le film de ce soir étant particulièrement long, je sais pas si on va pouvoir raconter des conneries à force de fatigue. En tout cas, n'hésitez pas à nous répercuter des infos, à nous faire remonter des choses si vous estimez qu'on peut encore s'améliorer, ce qui est forcément vrai. Plutôt que d'enchaîner directement sur le film que nous allons voir. Bien suivi, toi. Bah non, mais ça vaut le coup de faire passer un conducteur. Pour une fois qu'on prépare une émission. C'est nous, alors vas-y. Plutôt que de faire des recommandations en fin d'épisode, pourquoi pas les faire au démarrage. Donc du coup, petite séquence. Voilà, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce qu'il y a un truc qui a attiré votre attention et que vous souhaiteriez partager avec nos auditeurs? Aurel? Ça, c'est une bonne blague. La gêne ultime. Non, parce que le roman que je lis en ce moment, il s'appelle Le Dîner. C'est un truc qui est hollandais, qui est apparemment assez connu. Le nom, je me souviens pas parce que c'est très compliqué. Tu sais, les prénoms hollandais et les noms de famille hollandais sont vraiment extrêmement compliqués. Je ne sais pas si tu es au courant. Vraiment. Et du coup, c'est pas mal du tout. Ça s'appelle Le Dîner. Donc, ça me plaît pas mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Putain, Herman Koch, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dur à le prononcer. Bah oui, Herman Koch. Écoute, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, j'en suis au milieu, mais ça me plaît bien. C'est très acerbe. C'est un espèce de huis clos dans un restaurant entre 2 frères et leurs femmes respectives. Au sujet de quelque chose qui s'est passé autour des enfants. Pour l'instant, on tourne autour du pot, c'est-à-dire le sujet n'est pas vraiment abordé, donc c'est toute la conversation un peu gênante. Et il y a notamment tout le narrateur qui est le frère de l'homme politique qui est bourré de ressenti. Donc en fait, il te fait une description apocalyptique du restaurant où ils ont un rendez-vous. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je sais pas trop où ça va, mais pour l'instant, ça me plaît bien. Donc voilà. Stéphane? Moi, je lis Mad Movies, Vélo vert, et en fait, je suis un petit peu pris par Zelda sur Switch. D'accord. Donc voilà, ma recommandation, c'est acheter une Switch. Parce que la console est vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est quoi, c'est le temple d'Ocarina, là? Le temple d'Ocarina. Les Indiens qui... Le souffle de l'aventure? Non, c'est quoi déjà le nom? Breath of the Wild. Breath of the Wild. Ah, il n'a pas été traduit en français. Ok. Bah, le jeu est génialissime. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Breath of the Wild, les saints sauvages. C'est ridicule comme nom.
T'as la maîtrise de la langue de Shakespeare, c'est compliqué quand même. En fait, il apprend l'anglais via YouPorn, hein, donc. Oui, c'est ça, voilà. donc forcément, c'est très restrictif. Bah ouais, je comprends rien du tout. Par breast Débile, boots. votre truc, sinon j'aurais acheté une Switch. Ça. Et toi, Franck? Musique, 2 albums avec des sorts un peu différents, mais qui ont une trame commune. La rentrée est pas mal rock. On a les Queen of Stone Age qui ont sorti un très bon album, Villains. Suivi 15 jours plus tard, je crois, des Foo Fighters. Avec le point commun des deux, c'est qu'ils ont filé la production des 2 albums respectifs à des producteurs de pop. C'est Mark Ronson qui produit l'album des Queen of Stone Age, donc Bruno Mars et compagnie. Ouais, je vois bien. Et aussi, Foo Fighters, c'est Greg Kurstin, alors qu'on connaît moins, mais qui a produit Adele notamment. D'accord, ça c'est curieux comme mélange de genres. Que Dave Grohl apparemment est fan de son ancien groupe qui est un peu qui est plus en activité, et il l'a vu je crois à Cuba ou je sais pas où, et il s'est tapé l'incruste dans un resto en disant faut qu'on bosse ensemble. L'album de Queen of Stone Age est très bien, peut-être moins stoner voire même plus tellement stoner que par rapport au démarrage, mais la prod est vraiment très sympa. Les Foo Fighters, c'est peut-être un peu plus compliqué, même un peu plus bizarre, avec des instrumentalisations un peu chelou par certains aspects, mais en tout cas, voilà, le rock comme on aime est toujours vivace, et ça, c'est plutôt cool. En tant qu'à faire un Rocco, il y a le dernier album de Tricky aussi. Oui, qui est l'album annuel de Tricky, qui en sort un tous les ans. Ouais, je crois que c'est son 13e album. Tricky Cario, c'est ça, c'est l'acteur? C'est ça, on fait le lien avec le cinéma. Ok. Et l'album de Tricky est vraiment génial, je trouve. Ouais, Vraiment, franchement pas mal aussi. Non, mais là, on a une rentrée musicale qui est hyper chargée. Ouais, Alizé vient de dire qu'elle a arrêté sa carrière en plus, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je te jure, j'ai appris ça. Non, mais hier. Marilyn Manson Donc, a sorti un album c'est qui est plutôt cool. pas mal. Il y a pas mal de sorties. Donc voilà. Si vous voulez vous intéresser, vous pouvez acheter les yeux fermés ou écouter sur votre plateforme de streaming préférée. C'est plutôt pas mal, notamment le Queen of Stone Age est vraiment, vraiment top. Aurel, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Et on va voir quelque chose qui était très attendu, Blade Runner 2049, la suite de Denis Villeneuve. Présentation très rapide, donc c'est évidemment, c'est assumé. Encore une fois, c'est Papy Ridley Scott qui nous dit « Mais moi aussi, en fait, j'aimerais bien, non seulement j'aimerais refaire mon film sur les lézards baveux, mais en fait, j'aimerais aussi refaire le film et la suite sur les réplicants, etc. J'ai une idée géniale. » Il y a longtemps qu'il l'a. Ouais, alors ça, très ouais, bon. ça je suis, enfin bref, les idées de Ridley Scott, on a vu ce que ça pouvait donner. Donc du coup, alors, on bémol, Stéphane a toujours pas vu Covenant. ah oui, d'accord, ouais. Ouais, allez. Donc il est encore pur, quoi. Sous-titré Ridley Scott à l'EHPAD. Donc du coup, là, donc le projet s'est mis en branle. On a trouvé, c'est vrai que ça s'est pas mal emballé parce qu'à partir du moment où la question centrale, où à partir du moment où Ridley Scott avait dit, c'est pas moi qui reprends, je produirai. Quand le nom de Denis Villeneuve a été cité et que du coup c'était sûr, ça s'est vraiment emballé parce que donc c'est notre ami Denis Villeneuve qu'on aime bien ici chez Cinécast. Même si la filmo est, voilà, il y a des choses assez différentes chez lui, mais on aime beaucoup le garçon qui avait produit du coup, je crois que c'est l'année dernière, c'était quasiment 2 films. Premier contact que j'ai vu, moi, toi t'as vu aussi. Toi, ouais, c'est fait aussi. Ouais, d'accord. Il a à peu près un film par an là. En ce moment. Ouais, c'est ça. Qui était avant, c'était Sicario. Ça commence avec Incendie, Ennemi. Prisoners, voilà, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc un gars qui a la carrière qui était assez exponentielle, donc le projet a été mis en branle. Il y a un budget conséquent, c'est donc quelque chose où c'est pas 150 millions, je crois. Ouais. Donc tu peux tabler sur 180. Le premier week-end d'exploitation est assez décevant. Surtout aux États-Unis où c'est pas un très gros démarrage. Comme je sais pas, c'est quand même un film de niche, quoi, je trouve. Non, c'est un film long surtout. Qui repose aussi. Non, mais je pense que. Ouais, mais c'est on en reparlera, mais tu vois, autant tu m'avais dit ouais, et en fait je t'avais dit non, et en fait je pense que t'as raison. Finalement. En fait, tu m'as dit oui, ouais, en fait non. Mais en fait, ouais, non, tu m'avais dit ça, tu verras, c'est bizarre, ça va pas. Ouais, je trouve que le coup de promo, le coup de promo autour de film comme ça me semble pas nécessaire, quoi. T'as déjà un public qui est acquis, qui ira le voir. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Mais tu vois, rameuter du public sur un film comme ça,
Ça me semble pas évident. Donc du coup, on verra, est-ce que ça traduit donc réception dithyrambique aux États-Unis, c'est-à-dire que démarrage assez décevant, mais réception critique vraiment là-dessus, tout le... alors, et c'est pas que sur, c'est comme ils font maintenant, que sur Twitter, ta voisine de palier qui dit qu'il a trouvé le film génial. Et voilà, tous les médias traditionnels. Les journaux un peu plus sérieux, voilà. Donc ils débarquent ici, a priori sur un terrain d'accueil en plus, tu vois, l'Europe un peu plus favorable, tu vois, le côté cérébral. On passe pour les gens intelligents du coin. Non, c'est surtout que... Sauf que du coup, ça a l'air plus divisé quand le même premier chez a nous. Donc, mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, Oui. Celui de 82. Ouais. D'autant que nous, on avait une version non censurée que les États-Unis n'avaient pas. c'est vrai. Après, Ridley Scott devait réaliser le film, et en fait, il l'avait écrit, sauf que la Fox lui a un peu mis la pression pour Covenant, et en fait, au niveau d'agenda, ça collait pas. C'est la raison pour laquelle il a préféré faire Covenant, allez comprendre pourquoi, et qu'il a refilé le bébé à Denis Villeneuve, qui d'emblée a dit « Moi je veux bien, mais je réécris l'histoire à ma sauce ». Et a priori, Scott lui aurait laissé la main libre sur le scénario, ce qui fait qu'il a replanché avec l'auteur originel de Blade Runner, le premier film, et donc c'est une coécriture où il a changé beaucoup de choses, y compris la fin du film, qui était pas du tout celle a priori qu'on s'attend à voir, enfin en tout cas qu'on va voir. Donc voilà, c'était la condition que Scott a, semble-t-il, accepté sans trop de problèmes. Ouais. Après, Villeneuve... C'était compliqué pour Scott d'accepter. C'était très compliqué et il y a eu des interviews dans lesquelles tu sens qu'il a vraiment les boules de s'être fait décharger. Oui, mais il est écrit là, Scott. Il est écrit, je sais pas, Quand parce tu vois que... comme il a passé ses nerfs sur Blomkamp et comment il l'a écarté, effectivement, je pense que Oui, c'est pouvoir refaire la même. Et Villeneuve, avoir c'était un choix en demi-teinte. C'était parce qu'il y avait une filmo qui était intéressante et en effet assez rapidement ça s'est porté sur lui. Mais il y a eu un problème d'agenda parce que justement il était sur Premier Contact à un moment donné. Et donc la question c'était, mais en fait, si on prend Villeneuve, ça veut dire qu'on se prend 6 mois dans la vue à cause de Premier Contact. Donc dans un premier temps, c'était non, ce sera pas lui. Et puis en fait, ils ont accepté d'aller jusqu'au bout et de laisser Villeneuve finir Premier Contact et d'arriver après sur Blade Runner. Mais c'était compliqué. Je pense que Pépère, Scott, il y tient ses bébés, quoi. Hein. Bah ouais, tout à fait, parce que pour revenir rapidement sur le premier, c'est vraiment une adaptation, parce que le matériel originel qui est le roman de Philippe K. Dick, en fait, est beaucoup moins poussé. C'est-à-dire l'histoire est beaucoup plus... elle est un peu barrée, si tu veux, parce que dans le bouquin, je sais pas si vous l'avez lu. Moi je l'ai lu, mais à un âge gros, qui était beaucoup trop jeune, je pense. Descartes, En fait, Aurel m'a offert la BD, sauf qu'il m'a offert un tome en plein milieu. Donc j'ai commencé à lire. Parce que j'ai pas vu. Et en fait, je n'arrive pas à retrouver les autres tomes. Donc j'ai pas vu une tranche de l'adaptation en comics de Blade Runner qui a l'air d'être pas mal. Non, tu vois, c'était vraiment ils ont pris la trame principale qui est effectivement Descartes, qui est donc un agent qui va traquer des réplicants qui sont déviants, qui sont arrivés sur Terre. Réplicants, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des androïdes. Très 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 proches de l'humain, pour lesquels en fait on s'en sert pour aller les envoyer sur les colonies, faire toutes les merdes, c'est les esclaves, toutes les tâches ingrates où il y a beaucoup de mortalité, etc., les métiers très exposés, et sauf que ils se sont aperçus que le dernier modèle déraillait un peu et ils ont voulu tous les mettre hors d'usage, et donc il y en a 5 qui débarquent sur Terre là où normalement ils ne devraient pas être. Et donc on charge Descartes de les retrouver, de les éliminer un par un. Donc en fait le premier est assez simple, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, ça va être un dégommage un par un. Alors enrobé du coup après de réflexion philosophique sur. Puis il y a une enquête policière. Voilà, c'est une néo-noir. En fait c'est quasi, oui c'est ça. Ça pourrait être un film des années 40, sauf que ça se passe dans un univers futuriste, ultra futuriste. Tech-noir. Ouais, c'est ça. Mais le roman a été beaucoup plus simple que ça, et les motivations de Descartes, et moi ça me fait toujours rire, assez rigolo. Je sais pas si tu t'en souviens, en fait il fait ça pour pouvoir s'acheter en fait un vrai mouton. L'origine, parce que le luxe suprême de cette époque là dans le bouquin, c'est d'avoir un vrai animal de compagnie, si tu veux. Et donc lui, on lui dit
si tu fais le dernier job, en gros, t'auras assez de pognon pour t'acheter un mouton. D'où le titre un peu, tu vois, les androïdes restent des moutons électriques. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent... Ce qui donne peut-être une clé de réponse. Une idée sur le fait. Est-ce que Descartes alors moi, du coup, il faudra m'expliquer. Mais ouais, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il est... Oui, c'est toujours le débat maintenant qui occupe tout le monde depuis 30 ans. Alors qu'il l'occupait pas du tout au démarrage. Tout le monde a... Ah bon ? Ah non. Bah non, parce que pour Scott, les choses sont très claires. Pour Harrison Ford, les choses sont très claires. Sauf que les deux sont pas d'accord. Oui, c'est clair qu'il y a toujours une guerre. Sur le montage US, Descartes est un humain. C'est ça. Le studio le voulait, le scénariste ne le voulait pas. Harrison Ford ne voulait pas jouer le répliquant. Un robot parce que ça ne l'intéressait pas. Il trouvait que c'était absurde. Et Ridley Scott était un peu le cul entre deux chaises. Donc le studio a tranché. Et puis derrière, Ridley Scott, en fait, il y a un premier montage qui est très long, qui a un peu disparu, qu'un cinéma a retrouvé. Il y a eu une bataille juridique parce que le studio a voulu bloquer l'exploitation. Et comme ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu de personnes qui étaient intéressées par cette copie, ils ont décidé de remonter le film une première fois sans Ridley Scott, une deuxième fois à Ridley Scott. C'est pour ça qu'il y a eu X versions c'est clair, du film. Jusqu'à ce qu'on arrive à effectivement cette final cut dans lequel... alors moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ouais, moi je l'ai revu samedi, il est passé sur Arte. C'est pas hyper limpide, dans lequel il y a quelques indices qui laisseraient supposer que Descartes effectivement est un répliquant. Alors je vais vous dire que moi après l'avoir vu, je l'ai pas réceptionné comme ça, moi. Pour moi, alors moi j'ai regardé sur la page Wikipédia pour essayer de comprendre, et en fait c'est en plus je crois que je partage l'avis d'Harrison Ford, j'ai pas envie qu'il soit répliquant en fait. Alors non, mais pour te dire qu'à un moment donné c'est quand même un peu capillotracté, c'est qu'en fait tout est lié au rêve de la fameuse licorne. C'est-à-dire que Descartes rêve d'une licorne qui serait quasiment comme un simili rêve ou souvenir, etc. Et le fait que qu'il soit éveillé, son pote, qu'il soit éveillé, et deux, que son pote à la fin laisse un origami en forme de licorne, démontrerait que lui aussi, ayant eu accès au souvenir de Descartes, il ne peut y avoir accès que si Descartes est un répliquant. Oh là là. C'est capillotracté. Deuxième élément. Rien qui dit mais non, mais franchement, c'est ridicule. Je pense que Ridley Scott a surfé là-dessus. Et le deuxième élément, c'est que les réplicants sont a priori obnubilés par la photographie. C'est vrai que Descartes, dans son enquête, se retrouve confronté à un des réplicants qui prend beaucoup de photographies. Et lui-même en regarde beaucoup. Et il y en a beaucoup sur son piano. Voilà, ce serait une des caractéristiques des réplicants qui, ayant une mémoire défaillante... Le premier répliquant qu'il tue, en fait, retourne dans l'appartement parce que Descartes, en fait, le fouille et tombe sur des photos que lui-même a prises de l'intérieur de l'appartement. Et voilà, c'est les deux indices. Bref. Ouais. Vous, le rapport que vous avez avec Blade Runner, c'est le premier, c'est quoi en quelques mots là ? Moi, c'est un film que j'ai pas revu là dernièrement. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors d'une sortie Blu-ray il y a 5 ans. Voilà, j'avais profité d'une nouvelle édition pour acheter le Blu-ray et me le remater à ce moment-là. Après, moi, je suis pas un fan du film. C'est-à-dire que j'ai plaisir à le revoir. Je suis pas un grand fan. Peut-être parce que l'univers j'allais dire Artec, mais toi, cette science-fiction un petit peu hardcore n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc voilà, je suis pas, j'ai pas un rapport fusionnel avec ce film. Mais par contre, je vois tout ce qu'il a apporté. Ouais, tu reconnais sa place dans le... Que ce soit dans ce qu'il apporte en matière de cinéma, mais dans les autres médias, tu vois, en matière de jeux vidéo par exemple. Voilà, je pensais à ça. Mario Kart. Mario Kart. Non, mais on peut pas. Il y a un avant et un après Blade Runner. Et puis en fait, on en parlait ensemble il y a quelques jours de cela. Blade Runner, même si je le vois pas régulièrement, ce film, j'ai encore plein d'images en tête. Toi, des couleurs, plein de choses. Donc c'est vraiment un film qui m'a une musique et c'est vraiment un film qui m'a marqué. Mais dont je suis pas un grand fan. Toi, Aurèle ? Ben en fait, c'est un film. Tu veux dire que tu l'as vu au cinéma aussi ou à 3 ans et demi ? Non. Faut pas jalouser. Avec ton oncle et ton cousin. C'est pas beau, c'est pas beau, mais
Hein, bref, on voit ce que ça produit. Non, moi j'ai pas. Comment dire ? Tu sais que c'est un film culte, donc forcément, quand tu t'intéresses au cinéma, tu le vois. Moi, je sais que la première vision que j'avais eue, j'avais trouvé ça chouette, mais j'avais l'impression, je pense que j'étais passé un peu à côté. Je l'ai pas beaucoup revu, donc tu vois, et je crois que la dernière fois remonte à 10 bonnes années. Donc quand il est repassé là sur Arte dimanche soir dernier, qu'en plus c'était le fameux Final Cut, je me suis précipité. Et j'avoue que ouais, ça m'a assez. J'avais vraiment peur en fait du côté vieillissant, etc. Et en fait, je trouve que c'est un film qui est assez inattaquable, qui est hypnotisant. Je sais qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu trouves qu'il se passe rien et que le rythme est chiant. Moi, je trouve que ça fait partie du charme du film. Il y a beaucoup d'intrigue en fait. Ouais, mais pourquoi complexifier si tu veux ? Parce que la complexité du film, elle n'est pas au niveau de l'intrigue, c'est jamais qu'une traque. Si tu veux, c'est basique. Mais c'est tout ce qui est le questionnement autour, forcément, de la condition des répliquants, de pourquoi est-ce qu'ils veulent finalement, tu vois, eux-mêmes leur souffrance par rapport au fait qu'on leur refuse l'accès à une vie normale, puisque toute l'intrigue, pourquoi les répliquants font ça, c'est parce qu'ils ont une durée de vie limitée de 4 ans et qu'ils veulent avoir accès à en fait une vie normale. Ils veulent en fait une extension de leur programme leur permettant de vivre. Et c'est toutes les questions philosophiques que ça soulève qui sont passionnantes, indépendamment du fait que la direction artistique est monstrueuse, que les décors, la musique, la photo, tout est incroyable, tout a très 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 bien vieilli, parce que franchement la Final Cut est très très elle est magnifique, et je trouve que du coup, et aussi se rendre compte que, comme tu disais Steph, de tout ce que ça a apporté. Moi, j'ai pensé, comme je vous le disais, les gars, très très fort à, par exemple, Ghost in the Shell. Voilà. Alors, sauf qu'a priori, Ghost in the Shell, le manga existait avant. Le manga existait avant ? Il me semble, ouais. Pas le dessin animé, hein. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Et du coup, ou alors plus largement, on en parlera, mais quand tu vois notre ami Besson, du coup aussi qui a pillé, enfin pas qui a pillé, mais qui fait des citations ouvertes dans, voilà, mais très clairement. À partir du moment où je pense que tu veux faire la description. Ouais, c'est pour ça. Masamune Shirow, Ghost in the Shell, publié à la fin des années 80, autant pour moi. Ouais, non, j'étais vraiment quasiment sûr, parce que, et là tu trouves que, alors donc on va rester sur Ghost in the Shell, c'est plus intéressant que de toute façon les films de Besson. Non, mais après, après c'est compliqué, l'héritage, il est tellement présent. Non, mais tu sais, qu'est-ce qui relève de la citation du pillage? Quand tu veux faire par exemple une ville où tu te projettes dans ton futur, et toi pas un futur barjot, hein, mais un futur réel qui a une potentialité de réalité, bah, c'est compliqué de faire sans Blade Runner. Je trouve que c'est il y a toujours des choses en plus qui fonctionnent. Enfin voilà, franchement, moi ce qui m'a surtout, voilà, après il y a tout l'univers proposé quand même assez démentiel. La vision du futur est assez, et puis cette espèce d'atmosphère, je trouve qu'elle est très frappante, très mélancolique, ouais. Très morbide, très voilà, c'est particulier. Donc non, en fait, c'est un monde en dégradation. Je l'ai vraiment redécouvert maintenant, et très vite je vais aller me prendre le Final Cut en Blu-ray parce que je veux l'avoir, et je pense que je vais l'avoir. Alors jusqu'à il y a pas très longtemps, mais je crois que c'est terminé, il était sur iTunes à 4,99€. Ouais, mais moi j'aime bien les avoir en physique. Du coup là, je pense que du coup on l'a vu à la Keufna la semaine dernière, et je pense qu'il va faire partie de ma shopping list très vite. En fait, moi c'est pareil, je l'ai vu assez tardivement, le film, je l'ai pas vu en 82 forcément, et en fait moi je l'ai vu après avoir vu les films qu'il a engendrés, ce qui fait que c'est un peu comme le syndrome l'exorciste en fait. L'exorciste, moi je l'ai vu tardivement. C'était un des must-have à voir effectivement quand tu t'intéresses au cinéma, sauf que t'as tellement été noyé dans les suites, voire des trucs encore plus violents, parce que l'évolution de la société faisant, quand je l'ai vu, moi l'exorciste, ça m'a pas fait peur. C'était voilà, c'est pas un film quelconque, mais c'était pas aussi terrifiant que d'autres films que j'avais pu voir qui étaient moins vieux. Bah là c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que moi je l'ai vu je crois après avoir vu le premier Ghost in the Shell, ou toutes ces films là, et du coup c'est resté comme sur qui
qui tout le monde a pompé. Et Donc du le coup, fait de le revoir, du coup... Alors du coup, moi je l'ai revu il y a Ouais. 15 jours, Ouais, c'est ça. donc du coup via iTunes. Effectivement, il y a deux choses. Il y a la mise en scène qui est dingue, la direction artistique, la musique, etc. Après, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est le côté... d'un côté, une trame très simpliste, où effectivement, c'est un indice qui mène à un autre indice, qui mène à un autre indice, on élimine un répliquant, puis un autre indice, avec des indices qui sont trouvés parfois un peu à la YOLO, quand même. Et puis derrière, le personnage de Rutger qui parfois te balance une espèce de monologue qui, pour moi, n'ont pas forcément toujours beaucoup de sens. Tu vois, c'est très nébuleux. Voilà, c'est un peu pompeux, donc voilà. Mais effectivement, en le revoyant, je me souvenais, comme tu dis, Steph, d'images très iconiques, de passages Ça en reste, entier. c'est vraiment des images qui impriment la rétine. Ouais. De cinéphiles, je pense que c'est vraiment des images qui restent. Alors du coup, on attend quoi de 2049 rapidement là? La peur. Moi, La je fais- peur. Ouais, bah oui, parce qu'on ouais, on non, avait moi, déjà discuté. Même si c'est Denis Villeneuve, moi, en revoyant en fait, là il y a 8 jours, l'original, je me suis dit que la barre était quand même extrêmement haute. Et Sachant que moi je vois pas où est enfin pas le background, mais la mythologie Blade Runner. Je trouve que le film se suffisait à lui-même déjà. bah oui. Donc l'idée d'une suite, Bah ouais, on est tombé. sachant qu'on a les eu... idées de suite, il y en a eu plein. Hein. Il y avait des trucs qui étaient centrés que sur Descartes. Il y a eu plein de trucs. Hein. Les premières suites qui ont été mises en chantier, c'était très différent de ce que j'ai l'impression qu'on va voir. Hein. Il y avait pas. Sachant qu'on a eu le droit à une bande-annonce très contemplative, la première. Ouais, j'en ai vu qu'une. Moi, j'ai vu que celle-là. La moi. deuxième pareil. est très action, pour le coup. Moi, c'est celle qui m'a peut-être un peu effrayé. Mais je pense qu'elle est en trompe-l'œil. Puis moi j'étais assez sceptique. Je n'imagine C'est pas. tant que les critiques américaines ont tendance à expliquer que effectivement c'est un film qui est quand même très contemplatif. Ouais, donc, je pense que très clairement la deuxième bande-annonce, Voilà, c'est pas l'ambiance. elle est faite peut-être aussi, comme tu pour le dis, attirer. pour ne pas attirer que la fanbase qui est peut-être plus Qui limitée ira qu'on de toute pense, façon. Ouais. et qui est peut-être plus limitée qu'on pense, pour attirer un public un peu plus en lui Jeune. vendant peut-être un actionneur. Voilà, donc moi c'est plutôt voilà. Après ça me ferait chier pour Denis Villeneuve que ce soit pas à la hauteur, mais bon. Je pense que l'ambiance sera bonne. Après, c'est l'histoire. Ouais, qui me... on verra, je sais pas. Non, moi pareil. Hein. Enfin, moi j'en attends beaucoup parce que c'est Villeneuve, parce que c'est malgré tout Blade Runner, même si voilà, c'est pas un film culte C'est pour un moi. événement, quand même. Voilà, c'est plutôt le côté événement. Et puis c'est 30 ans après, tu vois, c'est remettre les mains dans le cambouis d'un truc dont on entend parler depuis. Ouais. Tu vois, c'est l'Arlésienne, c'est vraiment Moi j'ai des peur Arlésiennes du d'Harrison ciné, Ford. quoi. Bah, Ouais. j'ai très peur d'Harrison Ford. Ah, ouais, J'ai peur qu'il vienne prendre son chèque comme dans Star Wars. Ouais, c'est un petit peu. Et que du coup, après avoir tué Ouais, Han sauf- Solo, spoiler, il va tuer Descartes, et puis en 2019 ou 2020, Il tuera il va tuer Indiana Indiana Jones. En disant voilà, toi, et puis partir en faisant des doigts à tout le monde en disant je vous ai bien niqué. Bon, Parce c'est qu'en parti. fait, j'en ai rien à foutre. On y va? Ouais, l'heure avance, donc on va y aller, et puis on se retrouve juste après la petite pause pour débriefer donc Blade Runner 2049. Donc on se retrouve après 2h40 Waouh. en salle. Repas compris. On va peut-être débriefer, essayer de faire dans l'ordre. D'abord, l'histoire, étant précisé qu'on ne spoilera rien de l'histoire parce que il faut Non, faut vous pouvez se continuer la préserver balade de diffusion. par rapport à ça. On débriefe un petit peu l'histoire, savoir ce qu'on en pense, peut-être le casting, et puis ensuite tout ce qui est visuel, mise en scène, direction artistique, etc. Stéphane, l'histoire, ça t'a plu, ça t'a pas plu? C'est compliqué d'avoir. Je sais pas encore. Je sais pas trop comment me situer par rapport à ce film-là. On peut peut-être donner un avis global, non? Ouais, sur l'histoire, ouais. Ouais, Ça t'a passionné, t'as été intéressé? Est-ce que j'étais par, intéressé? Alors, je dirais qu'au début, oui, vraiment. Je trouve qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a une histoire, il y a un fil rouge qui arrive et qui, je trouve, est assez passionnant. qui est toujours sur le versant enquête. Sur la version enquête, ça on peut peut-être le spoiler parce que Oui, j'en sais si ça vient, du film, elle est très simple. ça vient assez vite sur le fait qu'on s'aperçoit que les androïdes peuvent avoir. Bah non.
On peut pas? Ah bah non. Bon, on peut Ils peuvent avoir rien du Ils tout. peuvent avoir de l'argent de poche. Voilà. bah non. Qu'ils achètent des trucs. Non, le pitch c'est que... Tu suis l'agent K, qui est un... Ryan Gosling Ouais, on va pas spoiler ça, c'est vrai. est un répliquant, un Blade Runner, Tu sais tout de suite. qui a pour mission d'aller chercher finalement Encore une fois. l'évolution du dessus, Ouais, le Nexus 8. là où dans le premier c'est les Nexus 6. Donc il va, la séquence d'ouverture c'est qu'effectivement il va éliminer un Nexus 8 et au travers de cet épisode-là, Il va basculer sur une autre enquête. il va découvrir quelque chose qui va l'entraîner sur une enquête. Eh ben, ce quelque chose-là a vraiment quelque chose de passionnant, je trouve. Ouais, vraiment. je suis assez d'accord. Parce que quand tu aimes un petit peu le monde des, enfin, toi, le monde des robots entre guillemets, toi, mais ce que ça signifie, toi, la robotique, par exemple, avec Asimov et tout ça. Moi, je trouve que c'est passionnant d'imaginer Cet événement. cet événement-là. Voilà. Et en fait, je trouve qu'il est jamais mis en avant de manière... je sais pas comment le dire. C'est quelque chose qui est tellement important que je comprends pas qu'il soit pas mis en avant plus que ça. J'ai l'impression que c'est presque un non-événement en fait dans le film, que c'est pas forcément ça le truc principal. Bah, c'est pourtant ce que tout le monde essaye de mettre à jour. Oui, mais à un moment donné, mais je trouve ça révèle un complot. Voilà, ça on peut le dire que ça met en ça révèle un complot. La compagnie voilà. multinationale. Et donc à un moment donné, tu t'attends à un truc dirigée par gigantesque, Jared c'est-à-dire oh, là, il y a un petit flic qui commence à mettre son nez dans quelque chose, là, on va l'arrêter et on met les gros moyens, tu vois, le truc, c'est quand même... rester discret. Non. Faut pas que ça se sache. Ouais, mais même si ça se... Tu penses que le film manque d'ampleur Ah, mais il manque d'ampleur par rapport à cette révélation-là. Cette révélation-là nécessite, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus... qui devrait avoir beaucoup plus d'ampleur. Donc, au bout d'un moment, je trouvais que ça n'allait pas jusqu'au bout de la Sauf logique. que si on veut l'arrêter, on peut mettre les gros moyens et puis après il n'y a plus de film, quoi. Non, mais, et puis que ce truc-là, il soit au centre du récit. Et moi, je trouve que c'est pas Ouais. ça. Moi, assez rapidement, je trouve qu'on bascule sur la... Parce que tu sais que Descartes va arriver, donc en fait, moi, j'ai attendu Descartes. J'ai attendu qu'on Qui arrive au bout de... de 2 heures, presque 2 heures de film. Non, un peu moins. Donc, à un moment donné, si tu veux, je trouve que tout est mis de côté pour Descartes. Donc, du coup, ah ouais, tout ça pour ça. Ouais, en fait, non. Non. En fait, l'histoire, non, m'a pas... Donc un bon démarrage, mais toi ça s'essouffle. Ouais, non, je trouve que ouais. sur l'histoire, tu sens clairement qu'il y a une ambition de faire quelque chose peut-être d'un peu plus ambitieux et d'un peu plus chiadé que la première histoire qui est comme on le disait, basique. C'est ce qui tourne autour qui est Oui, on lui compliqué. assigne une mission. Voilà. Et puis le déroulement, il est assez, comme tu le dis, rectiligne. C'est vraiment... voilà. Là, on veut manipuler la mythologie Blade Runner pour en tirer une histoire beaucoup plus riche, beaucoup plus ambitieuse. L'idée de l'objet de la recherche et de l'objet de l'enquête, c'est clair que moi aussi, ça m'a énormément plu, parce que c'est une question, quand tu es amateur de science-fiction, qui peut que te passionner. La direction prise, du coup, est aussi intéressante par rapport au questionnement de ce que ça peut engendrer comme questionnement sur le héros principal. Après, la résolution et le fait que tout ça, à la fin, soit très... ouais, j'ai l'impression aussi d'une impression un peu de trébuchage, alors que tout devait prendre une ampleur un peu plus conséquente, peut-être. Eh ben, de quelque chose qui finalement l'est pas tant que ça. Et ne dépasse pas en fait le cadre restreint. le cadre restreint qu'on nous fait c'est voir. ça. Donc du coup, c'est ça. tu te dis bon, d'accord, effectivement, vous avez essayé de faire quelque chose de plus, voilà, de vraiment travailler l'aspect de la mythologie Blade Runner et de vous poser du coup un vrai film de science-fiction par rapport à ce que peut être la nature des réplicants et la science, etc., les limites de ça. Après, c'est pas tout à fait intéressant, c'est-à-dire que ça va pas jusqu'au bout, donc c'est assez frustrant. Et puis c'est comme un soufflet qui dégonfle un peu, quoi. Donc là, voilà. Après, bon, ça reste au-dessus de pas mal de choses qu'on a vues, mais je suis comme toi, je sais pas, je suis assez partagé en fait, finalement.
Allez, vas-y, toi, t'as un sourire. Moi, j'ai adoré l'histoire. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je m'attendais. Alors, l'histoire est très bien gardée, en définitive, il n'y a pas eu de fuite. Non, c'est sûr. Ce qui fait que, effectivement, quand passé 20 minutes, cette découverte qui va entraîner l'histoire survient, d'ailleurs un peu à la surprise générale de toutes les personnes qui la découvrent. C'est effectivement passionnant. Je peux comprendre qu'on soit un peu déçu parce que ça prend pas une ampleur extrêmement importante, mais en même temps, je pense que c'est le cahier des charges de pas, et d'ailleurs ça lui a été reproché, de pas sortir des limites de Los Angeles, de la Californie, et notamment pas mal de critiques qui disent que c'est pas vraiment Blade Runner parce on passe plus de temps à l'extérieur de la ville de Los Angeles qu'on voit peu, et qui a d'ailleurs pas mal changé par rapport à Los Angeles très grouillante de 2019. Donc ça, je peux comprendre ça, mais le fait qu'on reste dans un cercle relativement restreint de protagonistes fait qu'à mon avis, on canalise un peu mieux les choses. Ça part un peu moins dans tous les sens, avec un récit qui fait quand même 2h40. Tu aurais pu en faire moins. Après, je pense que c'est un vrai parti pris d'instaurer un rythme extrêmement contemplatif. On en reparlera quand on abordera Alors après, c'est quand même... la mise en image. Mais moi, je me suis pas fait chier. Il y a quand même des choses qui sont longues. Moi, je redoutais. Je me suis pas fait chier, mais malgré tout. Mais tu sais que moi, le fait qu'à un moment donné, l'histoire finalement se restreigne, prenne pas une ampleur, je trouvais ça plutôt pas mal. Effectivement, ça sert de tremplin pour réintroduire Descartes, mais je trouve que la partition jouée par Harrison Ford est plutôt pas mal. Hein. Tu vois, oui, mais restreindre à ce point-là. Moi, je trouvais ça intéressant. Les enjeux sont colossaux. C'est des enjeux révélés par cette découverte, c'est la suite, qui sont tels que ça peut remettre en cause toute l'humanité. Et tout à coup, en fait, ces enjeux, ils sont réduits à quoi? À l'histoire de deux protagonistes. Parce que c'est ce qu'on en fera par la suite. Alors, il n'est pas du tout exclu. Hein. Il y a des suites. Alors, Villeneuve l'avait annoncé. Oui. Sauf que ça faisait partie d'un projet plus global. Je pense qu'effectivement, l'ampleur que vous avez. Il y a deux choses que tu remarques tout de suite hier. C'est que, qu'est-ce qui devient du personnage de Leto qui disparaît et dont on n'a absolument pas la... Heureusement qu'on dit que c'est sans spoil. Hein. Oh, ouais, mais ça, si tu veux aussi... Non, disons que le film laisse des portes... la fin n'est pas... Puisque au sort qui est réservé à ce personnage-là, tu te demandes, vous avez pas oublié de me raconter un truc. Et puis, la scène de fin, qui concerne Harrison Ford, où tu comprends que c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, très clairement, ils ont quand même mis les jalons pour embrayer sur quelque chose d'autre. Sauf que... Oui, moi, va falloir passer la seconde si vous voulez vraiment avoir quelque chose, parce que c'est compliqué. Quand tu changes mais c'est sûr, parce que c'est ça, c'est que quand tu passes d'une histoire somme toute très simple de track et de choses comme ça, qui est la première, encore une fois, qu'une histoire basique, à une histoire que tu veux plus développer avec des enjeux, comme tu le dis, qui concernent du coup finalement l'humanité. Moi j'ai pas ressenti ça. Mais tu les touches du doigt, ces enjeux-là, par certains groupes de personnages. Mais effectivement, c'est un parti pris. Et le manque d'ampleur, il vient pas tant de l'ampleur visuelle, que simplement de dire mais c'est énorme ce qui se passe, et puis il va y avoir ça. L'objectif, c'est d'essayer de camoufler au maximum cette découverte-là, voire d'essayer ou d'un côté de l'exploiter, de l'autre de la neutraliser, pour pas que ça se sache, pour pas qu'il y ait ça crée d'émeutes, de panique ou de je ne sais quoi. Oui, mais le truc, c'est qu'en définitive, il y a 3 personnes qui le savent, donc... mais justement, il restreint, et c'est finalement ce qui pourrait se passer par la suite qui prendra peut-être une ampleur particulière. En tout cas, moi, l'histoire m'a vraiment passionné. J'ai pas senti de coup de mou, ça m'a pas dérangé que ça ne prenne pas l'ampleur que vous auriez aimé. Et effectivement, moi, les 2h40, je les ai absolument pas vu passer. C'est de l'ampleur, en tout cas de la tension. Ressentir plus la tension. Mais aussi, mais c'est un tout, parce qu'à un moment donné, vu l'enjeu que ça a, t'es comme ça, quoi. Tu ressens pas, j'ai jamais tu vois, tiens, non, je vais pas faire le truc parce que je pense que ça va être compliqué. C'est mini spoil. Mais non, je pense à un autre film dans lequel il pouvait y avoir des enjeux pas tout à fait de la même nature, mais de l'homme. Exactement. Exactement. Ah oui. Et là, j'étais. Mais c'est pas le même format.
c'est pas la même durée de film, c'est pas... ouais, mais... C'est une histoire de scénario, Franck, là, c'est pas une histoire... Non, tu peux avoir l'écran que tu veux. Non, je pense qu'il y a un cahier des charges. Le premier plan du film, qui est un plan large dans lequel tu vois un véhicule qui trace vers la ville, c'est un cahier des charges, Blade Runner. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi, surtout si tu as vocation à en faire une licence derrière. Donc t'as des poncifs qui sont les vues extérieures, les publicités. Mais c'est pas ça le problème. Là, et l'aspect, on parle pas de la même chose. Oui, et l'aspect contemplatif qui implique du coup un rythme plus lent qu'un film. Mais ça n'empêche pas. Mais toi, Les Fils de l'Homme est clairement pas un film d'action. Même si t'as des moments de bravoure, mais c'est pas un film d'action. Et pourtant, la tension autour de l'intrigue principale, mais je pense que elle est là. Et pas construit de la même manière. On va pas aborder les choses de toute la même manière. On est d'accord, mais voilà un film qui, avec une révélation particulière, qui est de nature à changer tout le sort de l'humanité. Tu comprends l'enjeu, tu ressens l'enjeu. Tu le ressens, du début à la fin. Là, moi, je l'ai ressenti, mon implication, elle est... J'ai ressenti l'enjeu. Quand j'apprends l'enjeu, là je suis dedans, et puis quand je vois la façon dont c'est traité, moi je m'en éloigne un petit peu. Moi je l'ai ressenti et on va peut-être aborder sur les personnages, moi je l'ai ressenti sur Ryan Gosling, qui effectivement qui fait le yo-yo pendant tout le film, entre comment est-ce qu'il se positionne, comment est-ce qu'il ressent les choses, et voilà, il y a une révélation que moi j'ai trouvé hyper intéressante, la manière dont elle est abordée, et la réaction du personnage à ça. Donc voilà, moi je suis vraiment pas déçu à ce niveau-là. C'est pas du tout l'histoire à laquelle je m'attendais, et moi je suis vraiment rentré dans le film à 100% pour en sortir uniquement au générique de fin. Donc, du coup, je me suis pas posé autant de questions que ça, en me disant, ou toi, comme Tristan a pu le faire par rapport à La Planète des Singes, où il regrettait le côté planétaire des choses. Moi là, c'est comme dans La Planète des Singes, je me suis vraiment laissé embarquer dans le truc. Sans trop réfléchir, et l'histoire je la trouve plutôt intéressante et assez bien développée en termes de narration. Ryan Gosling, on en pense quoi? Là il a un petit peu mono-expression, mais c'est... Mais moi j'aime bien moi j'aime bien le mec, j'aime bien Ryan Gosling, je pense que je pourrais tomber facilement amoureux de lui. Donc voilà, j'aime bien le mec, j'aime bien dans le film, je trouve qu'en effet son jeu assez monolithique, du coup je trouve que ça colle bien, ça colle bien. Qui est pas si monolithique de ça. C'est quand même pas le mec le plus expressif du monde. Non, mais tu sens qu'à l'intérieur du personnage, il y a des choses qui se passent, et c'est assez subtil, mais je trouve que c'est quand même pas mal amené. Il est intéressant en ce qu'il a des désirs d'humanité. Et en cela, après, c'est pas très original, je veux dire, à un moment donné, le robot qui se rêve humain, Pinocchio... C'est déjà le cas du premier. Oui, mais donc ça c'est pas original, mais je trouve qu'il le fait bien. Eux, ils se rêvaient humains dans le premier, surtout c'était l'accès, encore une fois, c'était l'accès à la vie, en fait, qu'ils voulaient, l'accès à la durée de vie et en fait, parce qu'ils trouvaient justement que ce qu'ils ressentaient était tellement génial. Et tu vois, tu parlais des monologues de Rock-Toyer, mais c'est ça qu'il dit, en fait. Ouais. J'ai vu tellement de choses, en fait, et j'ai fait tellement de choses que vous pouvez pas imaginer, que je vois pas pourquoi moi ça s'arrêterait là, en fait. Mais ça tournait principalement autour de là. Là, ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que a priori, tu vois, je crois qu'on nous dit qu'ils sont conçus pour durer plus longtemps, mais que du coup, ils ont plus de durée de vie. Lui, c'est pas ça qu'il tourmente, puisqu'il tourmente. Du coup, maintenant, c'est ça, c'est l'assimilation quasiment à une vie d'être humain. Donc avec notamment, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est le côté compagne virtuelle. Ouais. En fait, il se fait chier dans sa vie, il en a conscience. Ah bah, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il a conscience et il se fait chier dans sa vie. Il pense pouvoir. Et en plus, avec une vraie ségrégation vis-à-vis de ce qu'il est, puisque c'est un réplicant, on le dit tout de suite, etc. On l'appelle peau de robot et on insulte. Donc voilà, il est cantonné dans un appart minable. Absolument dégueulasse, où tout le monde en fait n'attend qu'une... Enfin, c'est ça ce qui est trop drôle, c'est que tout le monde a envie de lui casser la gueule, même personne n'ose, puisqu'on comprend très vite qu'il a une force surhumaine, et donc voilà. Mais donc il est rejeté de partout, il est tout seul, il a vraiment une vie de... Moi je trouve le personnage hyper intéressant. Une vie de merde, et je trouve que les scènes les plus réussies sont toutes les scènes avec moi j'ai vraiment trouvé la façon dont était amenée cette compagne, cette nana virtuelle dans sa vie. Et puis après l'importance plus tard dans le film qu'elle a, tu vois, qu'elle va prendre si tu veux, ou hyper intéressant ça là-dessus, ouais.
Moi j'ai trouvé ça. Le personnage me plaît bien aussi. Le personnage me plaît bien aussi. Après, moi, je trouve que Ford. la relation avec le personnage virtuel est problématique parce que je pense que là il y avait matière à un enjeu. L'enjeu est assez pauvre en définitive. Mais oui, et puis tu veux qu'il en fasse quoi? Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord. c'est un espion. C'est une appli. Quoi. Effectivement, moi, c'est quand je dis que je suis pas sorti du film. Ce truc-là, je me suis dit à la fin, mais bon, en fait, pour expliquer, ce personnage virtuel est créé par une société qui est la même société qui développe qui est la société des méchants, les réplicants, et donc. À un moment donné, cette épouse virtuelle reçoit tous les secrets de Ryan Gosling. Tous les secrets de sa vie, de ses interrogations, de ses rêves et tout ça. Et les méchants savent qu'il a ce personnage virtuel. Ah oui, c'est vrai. Ils le savent. Ils lui posent la question, ils disent « Ah, mais vous l'avez vous êtes content, et donc, à un moment donné, je me suis dit « Ok, ils vont s'en servir comme un espion. » Et pour choper ces trucs, rien du tout. C'est offline, mec. Toi, c'est la protection. Ouais, c'est Apple qui t'espionne, mais en même temps, non, mais pas du coup, et après aussi, mais ça devient aussi bizarre. C'est la seule chose qui m'a fait, à un moment donné, sortir du film en disant tiens, c'est bizarre que. Effectivement, il se balade ça dans sa poche quasiment. Ils s'en servent pas. Tout le deuxième tiers du film. Alors qu'il y a un mécanisme à un moment donné qui est mis en place pour le localiser. Et donc, en fait. Oui, ouais, mais c'est du coup, c'est aussi le rapport aussi bizarre. Qu'elle développe avec lui, parce que pour une intelligence artificielle, tu la trouves quand même très... tu vois, c'est elle qui lui dit de casser l'antenne. C'est elle qui lui dit de la télécharger dans un truc mobile. Et du coup, c'est ça aussi qui est très étonnant. T'as des questionnements qui se soulèvent vis-à-vis de cette mais moi, intelligence je l'ai intégré à ce artificielle, moment-là comme étant la société qui, à distance, le pousse via cette identité. À la faute. Ah non, à avancer. Et à continuer l'enquête, alors que lui... Peut-être, mais ça, du coup, on nous le dit pas. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai bien aimé le duo fonctionne bien. Alors, Harrison Ford, il cachetonne, il est là pour prendre son chèque. Non, il cachetonne pas. Je pense pas qu'il cachetonne. Après... Moi, je trouve que ça fonctionne plus. C'est-à-dire que moi, je vois Harrison Ford, je vois pas d'écart. Dans Han Solo, c'était tout juste si j'avais quand même du mal à trop. Heureusement qu'il y avait un trop gros truc poilu à côté de lui pour me rappeler que c'était Han Solo. Tu vois qu'Harrison Ford, si tu veux, maintenant. Ça. Et je pense que ça va être compliqué aussi pour Indiana Jones. Alors, je pense que c'est compliqué parce que là, il n'y a pas de costume. Il est dans des fringues normales. Ouais, mais dans Star Wars, il a les fringues d'Han Solo qui lui permettent de le caractériser. Même dans Star Wars, moi je voyais Harrison Ford. Moins. Mais parce qu'il est en train d'incarner 30 ans après, c'est les personnages les plus emblématiques de sa carrière et sans doute les plus emblématiques du cinéma de manière générale. Mais là, en fait, Han Solo, Blade Runner, Indiana Jones. Et Indiana Jones. Il y aura forcément la panoplie, ça aide. Là, effectivement, il a pas si tu veux que le personnage de Descartes, en plus, on ne raconte pas grand-chose sur lui, mine de rien. Là, un peu plus quand même. Oui, là un peu plus, mais non, mais dans le premier. Mais dans le premier, on raconte pas grand-chose. On raconte pas grand-chose, donc c'est compliqué de t'identifier à Descartes. Avec laquelle ça s'est a priori pas bien passé. Donc tu sais pas grand-chose de ce mec-là, et on te racontera jamais grand-chose de ce type-là. Et du coup, là, c'est sûr que du coup, tu le fais passer à quelqu'un qui, du coup, 30 ans plus tard, a des regrets, des doutes, du coup, c'est un peu déstabilisant parce que finalement, tu t'aperçois que ce personnage, tu le connais pas. Tu le connais pas, oui, c'est ça. Tu le connais pas, en fait. Donc t'as du mal à projeter, être empathique. Donc, est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Ça te le fait rappeler, ça te le fait pas rappeler J'en sais rien. Moi, je l'ai pris comme une performance unique, si tu veux. À la limite, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai abordé le film. C'est forte, quand même. Moi, pas les scènes de bagarre, qu'on soit bien d'accord. Parce que, non, mais trop long, quand tu mets des pains, c'est drôle. Beaucoup trop long. Mais non. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, ça sert à rien de faire jouer un acteur de son âge là, de son âge. T'imagines, Indiana Jones, c'est dans 2 ans. Hein. Déjà, la scène. Mais là, ça l'est déjà très déjà clairement. quand il court dans le réveil de la force, mon Dieu. Là, ça l'est déjà. Non, je pense qu'il y a des scènes touchantes mais parce que ça fonctionne, les deux, ça fonctionne. Ah oui, quand ils se parlent au bar et que l'autre lui pose des questions sur là, ça fonctionne. Et quand la discussion devient plus grave, qu'il arrête en gros de faire le malin pour se défiler. Là, tu vois les fêlures, les choses comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Mais je pense que c'est ça. La scène avec Jared Leto est pas mal aussi. Hein. Jared Leto, on en parle de Jared Leto ? On va glisser là-dessus, oui.
Parce que du coup, Robin Wright, moi, bon, c'est Claire Underwood sans maquillage. Mais sinon, mais elle est très bien. Après, elle est solide. Hein. Ouais. Moi, j'ai bien aimé cette espèce aussi, tu vois, d'ambiguïté qu'elle créait avec le personnage du coup de K. Ouais. J'étais persuadé qu'elle allait se le taper, quoi. Bah ouais, où tu vois qu'elle allait se le taper. Elle a quand même une affection particulière pour ce putain de répliquant où tu vois que ça la cogne quand même un c'est petit ça. peu. Elle en chiait. Elle en chiait. Elle en croque très bien du rayon. Sylvia Hawkes, avant de terminer sur Jared Leto, qui est le bras droit de Jared Leto. Nul. Après, moi j'ai en tête le Blade Runner original, enfin le premier Blade Runner avec ses personnages, le personnage du répliquant, de la réplicante. Elle en fait 10 fois trop. Et le cahier des charges, il est là. C'est quoi? C'est la petite fille en fait qui digère pas de pas être la numéro 1 préférée de papa, quoi. Et du coup, je trouve ça intéressant. Moi, elle déroule tout le monde. Ah ouais, non. J'ai trouvé caricatural, mal joué. Ouais, il fait penser un peu à Terminator, toi, cette espèce de force. Ah mais oui, c'est ça. Mais sauf que du coup, mon Dieu, si la référence est Terminator 3. Non. Wow. Bon, moi je trouve le personnage assez intéressant. Le fait d'en avoir fait une femme surtout. Et pas un autre. Non, ouais. Pas d'intérêt particulier. Honnêtement, non. Je trouve qu'elle n'atteint jamais le charisme d'un Victoria Hauer, même de comment elle s'appelle, Daryl Hannah, qui était aussi très charismatique dans son personnage de. Mais voilà. Jared Leto, alors. Là, c'était très clairement le cahier des charges là. Elle, pour moi, ça fonctionne. Je trouve très horripilante en fait, et vraiment voilà. Jared Leto, il est en roue libre, quoi. Mais personne lui écrit personne lui écrit des sets de dialogue à ce mec-là. Ou alors Jared Leto, t'es là, tu te dis, non, en fait, c'est pas possible, quoi. Alors, putain. L'élément de com du film, là, on sait qu'il est laissé en libre cours. On le sait, ça. Le personnage est aveugle, et donc sur le plateau, il était vraiment aveugle. Enfin, c'est bon, quoi. Et donc, on le voit dans tout le film. Ça t'autorise à raconter des conneries. On le voit pas beaucoup, mais. Au max, moi ça m'a fait penser aux scènes de entre 6 et 10 minutes. Hauer. Effectivement, à la fin, il balance des trucs comme ça. Je suis désolé, mon pote, mais alors là, je suis pas d'accord du tout parce que Hauer, effectivement, notamment le dernier monologue qui est sur le toit, qui est là totalement improvisé quand il s'assoit et qui décrit les voyages qu'il a fait. Moi, je marche complètement et je le trouve ça mais magnifique. Non, mais là, c'est le. Et avec le dernier qui se termine, tu vois, avec It's Time to Die, etc. Là, c'est un bloubi-boulga de poncif, de leçons sur la vie philosophique, mais merdique. Mais en fait, je sais même pas ce qu'il veut. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles, putain? Je ne sais pas ce qu'il veut. On t'expliquera. Non, mais je vois bien, mais en fait. Il veut l'étape ultime. Il veut l'étape ultime. Il ne peut l'avoir qu'en ayant le MacGuffin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est hyper maladroit. Mais c'est surtout que si tu veux. Hyper maladroit. Non, mais je veux bien ce qu'il veut, mais non, tu fais pas comme ça, quoi. Qui effectivement balance des phrases auxquelles même ses propres. Mais non, ne comprennent rien. Justement, moi je trouve ça un peu second degré. Mais en fait, ils en font. En fait, il rentre dans un stéréotype de méchant. Il a pas besoin de ça, en fait. Il a une gueule, pourtant. Le personnage est pas mal designé. Non, mais après, le personnage en lui-même n'a pas d'intérêt. Surtout les décors où il évolue. C'est le Big Boss. Non, mais le Big Boss, t'as pas besoin de le montrer comme ça. Alors là, t'es là. Mais alors, la problématique, du coup, c'est que du coup, voilà, à ce moment-là, si c'est le Big Boss, t'as compris, c'est le grand méchant, tu vas faire la comparaison avec Tyrell. Je suis désolé, mais l'acteur qui jouait Tyrell, la façon dont il reçoit au tout début Harrison Ford, et tu sais, et se délecte de lui avec les grosses lunettes là. Si, c'est lui qui tire les. Si, puisqu'il lui dit pas, en fait, tout ce que. Comment il s'appelle il lui dit pas tout à fait tout dès le départ. Visiblement, en plus, dans la suite du il film. Lui dit, voilà, Rachel, c'était la fille ou la nièce ou un truc comme ça? C'était la nièce. Et la façon dont il se délecte a provoqué, dans un premier temps, Descartes. Ensuite, à lui dire, testez. Faites-le sur ma nièce et tout, etc. Du film, il l'emmène pas en bateau, il lui dit très rapidement que c'est une réplicante. Non, après en fait tu comprends qu'il lui a pas 3 heures pour. Il lui a pas tout dit sur les réplicants. Il semblerait qu'effectivement il lui ait pas tout dit. Mais si tu veux, tu peux faire la façon dont en fait, si tu vois très clairement que c'est un mec supérieurement intelligent qui manipule un peu, tu vois, avec disons qu'il y a un peu plus de secondaire, un peu plus d'humour déjà dans Tyrell. Mais moi je le trouve plus incarné. Et là, en fait, c'est un
En même temps, on est Merci Steve Jobs, encore une fois. C'est un condensé des meilleurs discours Apple. Voilà. Mais en même temps, c'est peut-être la version mégalo de 2049 d'un mec qui a dépassé le truc de Tiger. Si tu vois bien. C'est une espèce de gourou. Le gourou Vignol, Ouais. Honnêtement, donc c'est pas vraiment pas chaud. La mise en scène. Allez, on avance. Alors, moi, en fait, je crois que j'ai pas fait gaffe tant à la mise en scène, enfin, c'est à certains moments, qu'à la direction artistique, en fait. Le film est magnifique. Qui est vraiment, vraiment, vraiment beau, quoi. Après, est-ce que j'ai vraiment fait gaffe à la mise en scène ? Sincèrement, je crois que j'ai vu quelques belles choses, mais j'ai été plus attiré par la direction artistique, où je regardais vraiment, tous les endroits des décors, tous les différents niveaux éventuellement de plans. Et j'ai vraiment pris. C'est beau, quoi. Oui, t'as pas un point sur l'écran qui n'est pas travaillé, surtravaillé et surtravaillé. Tout est cohérent. Le cadre est magnifique. Enfin, l'écran du film est splendide. Il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, on parle d'une nomination Oscar pour. C'est magnifique, ouais. Pour Dickens. C'est évident, si tu veux. Connaissant plus Villeneuve, c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Donc après, moi, j'ai pas retrouvé forcément les fulgurances que peut avoir Villeneuve. Et je pense au contraire, il s'est sorti les doigts là. Mais parce que je pense que du coup, je l'ai senti moi un peu plus discret, vraiment au service du film, plutôt que des fois ou dans ses propres films où il y avait un côté aussi sur certains plans. Tenez, je vais vous faire un truc sympa à regarder. Par exemple, dans Premier Contact, tu sais, la façon dont il s'amuse avec la gravité quand il pénètre, qui est une scène que je trouve absolument géniale, mais qui est génial, ça. Voilà. Et là, je trouve qu'il se met vraiment, au service du film. Moi, coup, je l'ai retrouvé dans la scène. Du coup, c'est classe. De l'hologramme, la scène A3, quoi. La scène mais elle est géniale. Elle est absolument géniale. La scène de Blaise. Ah, le frisson virtuel, du coup. Mais le film est très sobre, mais il y a une recherche du cadre, une recherche. Mais c'est comme la façon dont, si tu veux, ce qui est très malin. Moi, j'ai adoré la scène où est introduit le personnage virtuel, où tu l'entends qu'à la voix, et tu te dis, elle existe. Il parle à qui ? C'est quoi ? Et ça dure longtemps, et il fait traîner, et c'est très malin. L'autre il lui répond, il s'allume une clope, enfin tu dis putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, là c'est sûr que c'est une des meilleures scènes du film parce que. Sauf qu'en termes d'effets spéciaux. Techniquement c'est magnifique. Techniquement c'est vraiment magnifique. Donc non. Là-dessus, je veux dire, la mise en scène elle est bien, mais je trouve qu'il se met vraiment au service de la mythologie Blade Runner et je l'ai trouvé du coup dans un souci. Toi, tu l'as senti un peu bridé par rapport à ça ? Non, pas bridé. Je pense que c'est un choix de vraiment se concentrer sur l'univers Blade Runner et de s'effacer peut-être un peu plus pour dire c'est avant tout un film Blade Runner. Et donc, voilà ma vision de Blade Runner, mais ça reste, je trouve, assez classique. Mais ça n'empêche pas que tout est, encore une fois, chez Villeneuve, mais techniquement, les cadres, la photo... C'est vraiment la belle image. Au-delà de la direction artistique. Tout est travaillé. C'est-à-dire, ça sointe la qualité. Je pense qu'il fait partie des mecs exceptionnels pour lesquels il faut que tout soit en place, tu vois, et pour lesquels tu peux pas avoir un petit détail dans le fond qui gêne, que tout est passé en revue, et que vraiment c'est une maîtrise technique jusque boutiste et qui fait plaisir à voir, parce que là ça se prête effectivement complètement au jeu. Après moi j'ai bien au début, si tu veux, vraiment pour avoir été saisi il y a une semaine par la qualité de la direction artistique et notamment des décors de Blade Runner en dur du premier, et notamment de la part de Descartes que je trouve assez incroyable, capitonné, très sombre, foisonnant d'objets, et l'hôtel de la fin, et là je trouvais qu'il y avait je me suis dit au début, je retrouve pas ça, et puis finalement je comprends, parce que je me suis dit que il prend pas non plus le parti de refaire la même chose. Et je trouve que autant sur les extérieurs on est dans l'univers Blade Runner, autant sur des scènes, tu vois, l'appart il est vide de chez vide, il est asset au possible, etc. C'est un impliquant, donc il a pas de loisir, il a pas de mais même si tu veux, après t'as d'appétence pas du tout, je trouve, du coup, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que aussi je trouve qu'il a su proposer ouvrir un peu la fenêtre de l'univers Blade Runner en disant on va aller
ailleurs. Je vais vous montrer ce que c'est aussi. Il n'y a pas que la ville. Les plans de la ville, en plus, il faut être honnête, les plans d'une voiture volante dans la ville, on les connaît par cœur. On veut voir s'ils sont là, on veut voir s'ils sont bien faits. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. L'arrivée au commissariat central de police, elle est absolument géniale hein, quand il arrive. C'est Ryan Gosling, la première fois qu'il retourne après avoir tu vois, c'est là, tu as vraiment l'arrivée dans Los Angeles, passage entre les immeubles, machin, etc. Donc tu les as. Après, moi, je trouve que le fait que ça se passe un peu à l'extérieur de Los Angeles, un peu en dehors de cette barrière là, duquel la mer vient se projeter, qui est d'ailleurs, je trouve une idée absolument géniale, c'est chouette, quoi, vraiment chouette. Et puis le décor de là où il retrouve Harrison Ford, qui est qui est un décor en dur. Oh là 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 là. Avec ces statues de nanas là qui sont assez scotchantes. Ouais. Incroyable. En fait, c'est quoi? C'est Las Vegas? Non, j'ai l'impression que c'est encore les faubourgs de. Je sais pas. LA, C'est encore. Tu dirais un Las Vegas qui aurait périclité avec tous ces casinos, toutes ces statues, effectivement. Qui montrent que c'est un lieu de débauche, qui sont très vulgaires par moments. Enfin, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce que c'était que cet endroit, et le fait d'avoir recouvert, ce moment tout orange. Enfin, quand tu nages dans cette atmosphère complètement orangée, c'est. Mais en fait, c'est ce que j'avais gardé de la bande-annonce, moi. Et donc je savais qu'on allait voir des cartes à partir du moment où la lumière. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, on y arrive. C'est un film très vaporeux dans les ambiances. T'as de la brume partout, t'as du brouillard partout. Moi, j'ai adoré la première séquence, là où il se bat contre le Nexus 8, où il arrivait dans cette ferme, tu sais, dans la brume, avec cet arbre mort là qui. Je trouve ça d'une beauté. Tout est gris, ouais. Mais c'est clair. Magnifique. Mais ça, là-dessus, le boulot de Villeneuve, il est. de Dickens, c'est bluffant. C'est vraiment. Voilà. Le prochain film de Denis Villeneuve, Dune. Oui, alors attends, il est attendu partout. Hein. Attendez, vous voulez pas qu'on finisse là? Parce que moi, la musique, je l'ai kiffé. On en parle. Allez, une petite aparté sur la musique, qui était peut-être la seule critique. Alors moi j'ai pas compris, tu nous avais dit ça effectivement avant qu'on le voit. Alors moi ça m'a pas gêné, je trouve que la partie dans Zimmer c'est un bel hommage, parce que ça ressemble, et on est clairement dans l'esprit, mais ça t'as des fulgurances de Zimmer. Très indus quand même, c'est moins mélodique que... Bah ouais, mais justement c'est bien adapté, mais... Ça fait très synthwave. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, perturbateur. Mais c'était alors effectivement, c'est des sons très industriels qui sont utilisés très années 80, beaucoup d'infrabass, machin. Avec parcimonie. Je trouve que c'est pas un film qui est noyé sous la musique. Moi, j'ai pas compris. C'est une des seules. Comme si toi, il fallait trouver un. Alors, c'est ce qu'ils disent. Tu vois. Il y a des critiques. Toutes les critiques dithyrambiques. La musique pour eux fait partie de ce qui va pas dans le film. Ah ouais. Alors a priori il y a beaucoup de choses pour eux qui ne vont pas. Là-dessus on sera en désaccord. Et si jamais on se revoit à la récré, vous autres. mais en tout cas sur les critiques positives, comme s'il fallait toi trouver un écueil au film, la musique revenait très souvent. Ah non. Moi j'ai bien comme aimé. Quoi que c'était assez agressif, c'était. Bon non. Là-dessus, comme tu nous avais dit. Il y avait moi j'ai prêté assez attention dès le départ au score et à la façon dont il revenait, etc. Moi tout de suite en fait il m'a plu, donc j'ai dit c'est cool, ça va être compliqué quoi. Ouais. Donc non. Donc Dune. Oui, alors du coup voilà, on pensait qu'après Premier Contact, le sieur Villeneuve allait lever le pied. Pof, on lui file Blade Runner, qui est quand même pas le film le plus simple à mon avis à développer. On pensait qu'à ce moment-là, après Blade Runner, il allait enfin commencer à lever le pied. Et là, il accepte de faire Dune, qui est quand même un autre... On va peut-être attendre, parce que si c'est à la Jodorowsky, ça peut peut-être partir dans les limbes du développement et crever de sa belle mort. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu moins barré. On est en pré-prod, même pas. Si, on est en pré-prod. Non, là il est en promo de Blade Runner. Ok, donc après, ce qu'on pourra en attendre éventuellement, c'est, j'imagine là, c'est rassurer d'un point de vue de l'image. On veut lui filer, je dis, un espèce de projet fou de péplum à je sais pas combien de millions sur Cléopâtre. On l'a aussi mis sur un projet beaucoup plus sérieux dans lequel a priori j'ai perdu ce que c'était, mais qui est quand même un truc énorme, dans lequel il ferait d'abord en premier avant Dune. Donc Dune, les enfants, on n'est pas près de le voir. Hein. En tout cas, est-ce que du coup, au sortir
de ce premier film de SF. Est-ce que ça vous inquiète pour le deuxième? Non, encore une fois, on va pas être inquiet pour... Premier Contact. C'est déjà... non, mais je veux dire, un film de SF, 150 millions, blockbuster... de hard SF. Son premier gros budget. Ah oui, qui est aussi le premier blockbuster de Ryan Gosling. Hein. Oui. Mais du coup... Enfin, là où en ce moment on a quand même des jeunes pousses, voire des mecs confirmés, qui se font broyer par des studios dès qu'on dépasse les 150 millions sur des franchises, etc. Est-ce qu'au sortir de Blade Runner, vous vous dites que c'est quelqu'un qui est taillé je fais une pour parenthèse. pouvoir développer Dune de la manière dont il le souhaite, et problème, avec une honnêteté artistique. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi je sais pas dans quelle mesure est-ce que Villeneuve s'est pas fait bouffer par le père Scott, qui est quand même producteur exécutif. Mais j'ai dit, a priori, il lui a laissé la main pour... moi, j'ai pas du tout le même truc. Moi, c'est une interview de... Quand tu vois le nombre... Quand tu parlais une interview de Villeneuve dans le petit magazine de Gaumont, hein, justement. Ouais, oui, d'accord, ok. Bah, dans lequel donc il est en pleine promo, dans lequel il va dire, en fait, j'ai eu zéro... Est-ce que c'est le même magazine dans lequel Cameron disait que Terminator Genesis, c'était génial et qu'il fallait y aller? Non, mais sérieux. Non, c'est de la promo. Connaissant Ridley Scott, si c'était Ridley Scott qui était au scénario et que Villeneuve n'avait pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit, Ridley Scott lui dirait c'est un scénario de moi. Ça n'est pas le cas. Et moi j'aimerais bien, je veux simplement attendre un petit peu le temps que la promo se fasse, que le film soit exploité, soit en fin d'exploitation, et pour que Villeneuve puisse nous dire vraiment ce qui s'est passé. S'il nous dit c'était génial, Scott c'est vraiment un type adorable, on a bossé main dans la main. Ok. Mais en fait, il le tourne pendant que Scott est sur Covenant. Donc, dans l'interview qui vaut ce qu'elle vaut, il lui dit, en définitive, il était pas souvent là. J'ai eu vraiment la possibilité de faire ce que le voulait. J'ai eu le final cut sur le film. Mais c'est vrai qu'on nous annonce pas 20 minutes ou 30 minutes. Ouais. Et il dit qu'en définitive, il lui a laissé une paix royale parce que derrière, il était en train de s'encrouter avec Covenant. Wait and see. Après, moi, c'est juste la capacité de... Voilà, est-ce que en termes de faiseur d'image, vous dites finalement, c'est peut-être le mec qui pourrait faire enfin le film Dune qu'on attend tous. Et je pense qu'il manque encore un vrai scénario. Il lui manque encore un vrai scénario. La qualité technique, le savoir-faire, la mise en scène, on le sait depuis assez longtemps, et le mec est maintenant son 3e ou 4e film dans lequel il change de genre et dans lequel en fait il maîtrise, donc il n'y a pas de problème avec lui. C'est comme Nolan, quasiment, je vois peut-être même un peu mieux que Nolan par certains aspects, notamment sur les scènes d'action. Mais c'est un type qui sait filmer, ça c'est pas le problème. Le problème c'est, encore une fois, lui mettre du matériel entre les mains qui soit solide. Et puis moi, Dune, très clairement... solide, le matériel qu'on lui a mis dans les Dune, mains. moi je connais pas le bouquin. C'est-à-dire que moi je n'ai en tête que le film de Lynch. Donc c'est-à-dire que le film de Lynch, et puis après je me dis, est-ce qu'on peut voir Villeneuve faire un truc, faire un film dans cette mouvance. Ouais. Tu vois, les couleurs. Oui, moi, quand je pense au film de Dune, au film de Lynch, je vois du orange. Là, je vois du orange. Ça m'ira. Non, mais je le vois bien. Mais c'est pas techniquement. Il n'y a pas de débat technique sur Villeneuve. Il est capable d'assumer un projet comme ça. Là, il vient d'en apporter la démonstration parce que mine de rien, il fallait techniquement être à la hauteur. Il y est. On n'avait pas beaucoup de doutes parce que le mec est manifestement tout en maîtrise. Après, encore une fois, je regrette moi la direction prise, l'histoire et du scénario, je trouve on aurait dû peut-être faire un peu mieux. Et ça reste, pour moi, c'est ce qui fait que je suis partagé sur ce film-là à la finale, parce que j'ai bien aimé l'emballage, mais le film m'a pas touché autant que le premier Blade Runner, et m'a pas emporté comme le premier Blade Runner, où paradoxalement il se passait moins de choses. Donc il m'a moins interrogé, il m'a moins amené. Donc voilà. Après, ça reste un très bon film, mais bon. Moi, ce qui me gêne, alors, c'est l'avantage de ne pas avoir vu le premier Blade Runner dans la foulée. C'est que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est éventuellement de le voir. Est-ce que c'est possible de le mater, ce film Est-ce qu'il se suffit à lui-même ? Est-ce que le 2 se suffit à lui-même ? Ou est-ce que tu as besoin d'autre chose pour pouvoir l'apprécier ? Est-ce que tout est rappelé ? Ah non. Et ben là, toi, moi, je trouve qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que c'est compliqué si tu n'as pas tout en tête de pouvoir vraiment apprécier la totalité du métrage, parce qu'en fait le film en lui-même il est assez pauvre.
Et c'est là où, du coup... C'est comme Terminator 2, hein, tu peux difficilement apprécier le premier. Non, le pas 2, du tout. Le 2, il se suffit à lui-même. Éventuellement, c'était à quelques rappels, mais il y a une telle débauche visuelle et tout ça que il n'y a pas de problème. Mais tu là, ne peux pas percevoir l'intégralité des ramifications du oui, scénario. Oui, d'accord. Mais là, oui, mais malgré tout, le T2, il se suffit à lui-même. C'est un spectacle à part entière. Là, il se suffit aussi à lui-même. Tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir vu le premier. Ça te file des clés supplémentaires pour quelques scènes, mais globalement, pas beaucoup plus. Hein. C'est ce qui me fait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité des enjeux et la façon dont les enjeux, un enjeu énorme, est traité en fait par le tout petit bout de la lorgnette. C'est que là, du coup, ça en fait un film qui tout seul, pris isolément, a pas beaucoup de portée, pas beaucoup d'impact. Et puis, on l'aurait vu comme ça, ce film, t'es là, tu dis, ouais, c'est un beau film de SF. C'est un beau film de SF, mais sincèrement, ça va pas loin. Son sujet, il le traite pas, quoi. Tu dis, mais non. Bah non. Tu considères qu'il est traité parce que tu as en tête Blade Runner. Non, et donc tu fais un lien, parce que moi, avec encore une fois, moi j'ai pas été frustré. Au contraire, je trouve que le fait qu'il rétrécisse le scope sur ces personnages dans le dernier tiers du film, je trouve ça plutôt malin que d'éviter. Moi, en fait, c'est la même logique que la planète des singes, quoi. Le côté, j'ai pas envie que le film devienne boursouflé parce qu'il va falloir passer à un niveau du dessus et forcément rajouter des personnages qu'on n'a pas vus. Mais non, mais je trouve que le parallèle avec les Fils de l'Homme, il tient encore. La dernière scène, ça se passe quand même. Ils sont dans un canot. Ouais. Et t'as pas besoin de ça. Je veux dire, ils sont tous les deux dans un canot, donc tu peux pas réduire plus les enjeux que ça. Et pourtant, tu ressens ce qui est en train de se passer, la gravité du moment. Moi, je l'ai ressenti sur la fin de Blade Runner. Et ça passe sur des enjeux, ça passe par des dialogues un peu mieux construits, ça passe par des choses, enfin, dans l'histoire, des choses un peu moins évanescentes. Ça passe par un Jared Leto plus solide que ça. Qui fait que à la finale, c'est sympa, mais voilà, j'ai pas. Eh ben moi, c'est mon top 1 de 2017. Voilà, c'est. Merde. Ah mais ouais. Mais moi, je suis vraiment. Plus que Logan alors. Ah ben oui. Pour moi, pour l'instant, top 1 Blade Runner, top 2 La planète des singes. Ah merde. Ah, moi, il est même pas du tout dans mes tops. Ah, mais parce qu'encore une fois, moi, j'étais très effrayé par 2h40. J'étais très effrayé de m'emmerder et de piquer du nez et de pas être intéressé dans une salle dans laquelle il y avait beaucoup de monde, etc. Et en fait, moi je suis vraiment rentré dès la première image dans le film et derrière j'en suis sorti encore une fois qu'à la fin, au clap de fin du dernier plan que moi je trouve magnifique et dans lequel il est bourré de sens. Il y a plein de petites scènes, je vais en définitive, alors, le film est plus récent, mais j'ai l'impression, à confirmer, que je vais garder plus de scènes anthologies qui m'ont parlé de celui-ci que du premier. Et notamment voilà, quand Gosling commence à comprendre un truc qui peut l'affecter lui, il y a une espèce il reste très monolithique, mais tu sens que ça travaille à l'intérieur. Enfin, je trouve qu'il dresse une composition qui est hyper intéressante et le fait qu'on... Je trouve ça trop long, ces faces caméra là. Ah mais non, mais au contraire, il y a un peu de Kubrick, il y a un peu de... Je me suis jamais fait chier, mais j'ai trouvé... Mais des choses qui durent. Mais moi, c'est le cinéma que j'aime bien. Quand il revit son rêve, c'est trop long. Mais encore une fois, Lapin. Mais justement, c'est trop long. C'est du temps réel, donc tu crées une tension par rapport à ça. Mais encore une fois, tu vois, par exemple, The Revenant n'est pas non plus un film qu'on peut considérer comme un film d'action, tant par la longueur que par la façon dont il est traité, qui est très contemplatif. Ça me va, ça me pose aucun problème. Mais vivant la nature, là, c'est le personnage. Mais parce que là, en fait, les enjeux de The Revenant, c'est des enjeux sur un personnage, pas plus. Et donc, ça va, ça fonctionne. Là, le côté contemplatif avec des enjeux tels qu'annoncés, à un moment donné, c'est pas assez. Allez, putain, bouge-toi le cul, là. T'as vu ce que tu nous annonces, mec ? Allez, bouge-toi, quoi. Mais je trouve qu'il le fait, mais en restant collé à ses personnages, parce qu'effectivement, il veut avoir quel est l'impact de cette découverte, de sur cet événement. Sur un répliquant et puis un vieux mec. Bah ouais, mais c'est mais je pense que c'est peut-être la limite pour moi du truc. Mais effectivement, moi je suis très très emballé et je pense que je vais retourner le voir. Moi j'attendrai la sortie VOD. Ouais, l'arrêt bleu.
En tout cas, voilà. Moi, pour précision, j'ai retrouvé Villeneuve est plus près de faire un James Bond que de faire du. Ah oui, c'est vrai, James Bond. Ah ouais? Oui. T'imagines? Moi, je veux bien. Moi, je signe. Alors, on a déjà eu cette conversation qui a été honteusement coupée au montage parce qu'on a fait beaucoup trop long avec Aurel sur Dunkerque. C'est-à-dire que vous ne le savez pas, mais il y avait 20 minutes sur James Bond qu'on a honteusement. Dunkerque. Nolan, sur Nolan dans un James Bond. L'épisode de Dunkerque, il est monté mais furieux. Un jour, il y aura les Final Cut. Une édition spéciale Dunkerque. Voilà, parce que Dunkerque, on a finalement plus parlé de James Bond que de Dunkerque, hein, en définitive. Mais voilà. Bon, bref. Reco, on va pas reparler de l'épine Daniel Craig. Non, est-ce qu'on fait du reco par rapport au film ou pas? Bah, non, pas forcément. Non. Alors, moi, j'en ai une du coup. Ah bon, par allez, rapport au vas-y. film. On terminera là-dessus. On va terminer là-dessus. Les trois petits cochons. C'est proche. C'est vraiment pas loin du tout. Surtout Nouf Nouf. Il y a un auteur de manga que j'adore qui s'appelle Naoki Urezawa, qui est connu pour 20th Century Boys. Alors il y a deux films qui en ont été tirés il y a quelques années de ça, mais à la base c'est un manga, un bouquin. Il a c'est sorti. Pas Astro. Alors c'est ça. C'est Pluto. Ça s'appelle Pluto. Ça doit être 6-7 tomes qu'il a fait sur la base d'Astro le petit robot. Donc, qui est le manga de Tezuka. Et donc, il réinterprète Astro à une sauce beaucoup plus contemporaine, avec ses dessins à lui qui sont formidables. Et il nous fait réfléchir justement sur ce qu'est être un robot et la part d'humanité qu'ils peuvent rechercher quand tu es un robot suffisamment évolué. Et donc, c'est 6-7 tomes qui sont... géniaux, c'est mon manga préféré, c'est ceux que je préfère, et voilà, vraiment sur la condition de l'androïde et ses velléités d'humanité, c'est imparable, c'est magnifique, et il y a des fois c'est à chialer, ça fout les poils quoi. Donc, allez, tant qu'on y est. Non, tu m'as pris de court là parce que tu m'as dit qu'il fallait pas en faire, du coup j'en fais pas. Non, mais l'autre c'est en général. Bah oui, mais non, là je. Alors moi je vous conseille pas le comics, hein, parce que forcément. J'aime beaucoup la moitié du comics. Le tome du milieu, il est bien. Mais ceci dit, j'ai mis une bonne vingtaine de pages avant de me dire. Non mais c'est problématique, il n'y a pas le début là. Comment je suis démerdé. Le géant de fer, allez, moi j'ai ça comme ça, sur les robots. Voilà, regardez le géant de fer de Brad Bird, qui est un bijou d'animation traditionnel. Oui. Qui a fait une ressortie ciné, c'est ça. Et donc il y a peut-être une sortie Blu-ray. Il est dispo sur Netflix. Tu veux nous expliquer comment fonctionne Netflix peut-être? Comme Blade Runner. Mais je ne sais pas quelle est la version qui est disponible. Ouais. Il est dispo sur Netflix, mais effectivement, il y a une version longue. Si, j'ai ma recours. Allez, vite fait. Si vous voulez voir être capable de voir une histoire de Philippe K. Dick qui marche merveilleusement bien et qui a été très très bien adaptée, revoyez Minority Report. Ah oui. Qui est pareil dans le 6 mètres étalon de la science-fiction. Tom de The Job. Surtout Steven quand même. C'est excellent, au top du incroyable. Voilà, avec des emprunts Blade Runner, il y a des choses que du coup tu retrouves dans notamment les voitures volantes, etc. Bref. Au revoir. Dark City, on peut pas terminer en citant pas quand même Dark City sur la ville, etc. Alors, mais c'est très différent. Moi, j'ai pas le souvenir de ça. Moi, je comprends pas. Alors, c'est une ville, Dark City, qui est très c'est classique. Enfin, c'est rétro. Non, mais tu vois, c'est du low tech. C'est du low tech. Oui, mais dans le. Moi, j'ai vu qu'une fois, mais j'ai pas ce souvenir-là. Dans Dark City, t'as pas les néons. Non, bien sûr. C'est mais dans la personnification d'une ville. Dans le fait que la ville soit un personnage à part entière, oui. Effectivement. Je le revois, je l'ai fait une seule fois, ce film-là. Mais après, je vois bien en fait le côté aussi tech noir, tu vois, film noir. D'accord. Voilà. Dans Dark City, ça, ils ont des feutres, tu vois, des chaises pour feutre et tout ça, quoi. Donc il y a vraiment. C'est des vieux gens. Et ce soir. Ils ont des actualités. Sur cette dernière demi-heure, on va vous quitter. Ouais. On espère que cet épisode vous aura plu autant que nous. Ça nous a plu de l'enregistrer. Vous avez compris, les deux en face de moi sont un peu plus mitigés. Moi, je suis à fond les ballons. Donc, allez voir Blade Runner, faites-vous un avis. Je pense que on sera beaucoup plus dithyrambique sur Geostorm. Ouais. Watch out. Le vrai cinéma revient.
Donc voilà, en tout cas, s'il fallait peut-être retenir une chose, les 2h40 sont pas si handicapantes que ça. Non, ça c'est clair. Allez-y, vous avez passé quand même un bon moment. Et c'est plutôt un très bon film. Voilà. Messieurs, bonne soirée à vous, il est temps d'aller se coucher maintenant. Dodo. Et donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois?